Nous poursuivons notre tour aux découvertes des activités de la DSCE, Association de développement sanitaire de la Côte d'Émeraude, avec Christophe Hervé, le directeur. Bienvenue. Christophe, Merci derrière beaucoup, ce bonjour. micro, et Céline Coineau, bienvenue à vous également. Merci encore. Alors je rappelle que vous êtes la directrice adjointe de la résidence Arthur Gardiner à Dinard, établissement qui dépend, vous nous l'aviez dit, de la fondation Partage et Vie. Tout à Et chaque fait. mot a bien son importance. Tout à Alors fait. après avoir évoqué lors de la précédente émission ce qu'est l'accueil de jour, avec le public et les différents enjeux qui sont liés aux objectifs et les différentes étapes, eh bien j'aimerais que vous nous parliez aussi maintenant, Céline Coineau, de l'hébergement permanent notamment tout d'abord. Et comment est-ce que ça s'inscrit dans cette dynamique, dans la chronologie en fait? Alors effectivement, donc la résidence que je représente est aussi dotée donc d'une capacité à accueillir donc des personnes à titre permanent. Effectivement, donc la résidence a une capacité d'accueil de 209 places. Notamment, donc nous avons 3 hameaux de vie de 32 places et une unité aussi spécialisée, unité de vie protégée. Pour les hameaux de vie classiques, nous sommes également dotés d'un service particulier qu'on appelle dans notre jargon le PASA, pôle d'activité et de soins adaptés, qui est développé pour des résidents développant des troubles cognitifs modérés. Ils sont orientés sur prescription médicale sur cette unité. Ils y vont à la journée. Ils sont accompagnés par une professionnelle aide-soignante diplômée et dotée d'un diplôme spécialisé, donc en assistante en gérontologie, et qui va les accompagner à la journée pour développer le lien social, la confiance en soi. Cela se passe au travers de différents ateliers, des ateliers de stimulation cognitive, mais pas que. Ils vont aussi y faire des ateliers d'activité physique adaptée, mais aussi des ateliers de médiation animale, des ateliers de sophrologie. Voilà, c'est des ateliers assez divers et variés et qui sont vraiment là pour apporter du réconfort, de la valorisation de soi. C'est important dans l'approche comportementale du résident et pour être entouré et favoriser la prise de repères dans la journée. Alors, est-ce que tout ceci se vit de façon linéaire ou est-ce qu'il y a, c'est un peu la question que je vous avais posée la dernière fois, concernant l'acceptation de la situation par la personne, de cet accompagnement. C'était dans le cas de figure de l'accueil de jour. Mais ici, est-ce que là aussi, il y a différents états d'âme qu'on peut observer, des émotions, des choses qui sont verbalisées au fur et à mesure? Parce qu'on imagine que ça ne se fait pas du jour au lendemain, tout ça. Quand vous avez parlé de l'émergence des troubles cognitifs, déjà, comment on les reconnaît? Comment est-ce qu'ils se manifestent? Est-ce que ça dépend des personnes? La première étape, c'est l'entrée en EHPAD. Donc là, un peu la même procédure que pour l'accueil de jour. Donc effectivement, le résident ou sa famille nous émet un dossier d'admission via la plateforme Via Trajectoire qui est étudié par notre équipe. On reçoit le résident et sa famille plusieurs fois en général jusqu'à ce qu'elle se prononce après l'entrée. Où là, effectivement, on accompagne tout le monde, le résident mais aussi la famille dans ce passage. Ça veut dire de la pédagogie, de l'explication? Beaucoup, effectivement. Certains résidents sont d'ores et déjà prêts et pour d'autres, effectivement, même si on est toujours vigilant à avoir le consentement du résident, néanmoins, effectivement, la période d'intégration est toujours une période délicate où, effectivement, on est très attentif au changement de comportement éventuel du résident, mais aussi à accompagner les proches dans cette période qui est délicate. Et le temps dépend des personnes? Tout à fait. Des sujets? Tout à fait. Non, oui. Mais en tous les cas, les équipes à chaque fois sont là pour accompagner au mieux cette période. Pour l'entrée au PASA, donc là c'est un peu différent parce que là elle est vraiment, l'entrée au PASA se fait sur orientation médicale. Donc c'est nous après qui allons proposer ce service complémentaire pour des résidents qui en ont le besoin. Effectivement, par contre, on recueille aussi le consentement du résident. Comme pour toute approche, si le résident n'adhère pas au projet, ça sert à rien. Et on informera aussi donc après les familles effectivement sur l'intérêt de ce service sur le plan thérapeutique. Et ça permet aussi de mettre à jour le projet d'accompagnement du résident. Il est personnalisé ce projet, justement. Exactement. Est-ce qu'il y a des formations spécifiques pour le personnel? Parce que vous avez évoqué, Céline Coineau, effectivement, le contexte, les différentes unités, on voit bien tout ça. Ça demande de ça, à la fois sur le plan humain, mais aussi sur le plan du cursus, de la formation, vraiment une approche spécifique. Alors pour parler du PASA, donc le pôle d'activité de soins en particulier, il y a une aide-soignante diplômée et formée en ce qu'on appelle en ASG, donc en assistante de soins en gérontologie qui intervient. Alors elle n'est pas seule, même si c'est après qu'elle coordonne le service, mais vont aussi graviter au sein de cette unité donc des animateurs en activité physique adaptée pour les ateliers, par exemple prévention de chute, par exemple, ou la gym douce. Gravite aussi une ergothérapeute qui va intervenir, notre psychologue. Voilà, c'est toute une équipe qui intervient. Nous avons aussi des intervenants extérieurs, donc comme je l'ai dit, je crois, donc une intervenante en médiation animale qui intervient, une sophrologue. Là, c'est pour la détente, la relaxation ou Exactement, tout à fait.
fait. Et la confiance en soi, j'y reviens, c'est important. Et on a aussi des intervenants extérieurs, divers et variés, qui interviennent. Comme je disais aussi, l'intérêt est aussi de développer aussi le lien social. Donc on a différents intervenants qui peuvent intervenir au fur et à mesure du programme que nous proposons. Parce que là, ce qu'on veut éviter absolument, c'est que la personne se replie sur elle-même, en fait, aussi. La personne qui intègre pas ça ou... Effectivement, c'est ça. on travaille aussi le lien social avec les autres résidents, mais aussi avec d'autres personnes, que ce soit des professionnels ou des personnes extérieures qui interviennent. Et ça, il en va de la santé aussi de la personne, de sa vie intérieure, de son Tout à équilibre, fait. oui. Tout à fait, de son équilibre, je dirais de son bien-être, mais aussi, effectivement, ça peut se répercuter après sur des troubles du comportement. Alors, Arthur Gardiner à Dinard Séniquano, il y a aussi, je crois, des approches spécifiques. On peut parler de l'approche Montessori ? Tout à fait. L'approche Montessori donc, est développée au sein de notre résidence, alors plus particulièrement au PASA, mais aussi sur l'unité de vie protégée que nous avons. Cette approche Montessori, elle est souvent connue du grand public, adaptée pour les enfants. Mais il faut savoir qu'elle est aussi adaptée pour accompagner le public plus âgé, notamment, donc elle vient de Maria Montessori, qui a été connue pour développer cette pratique. En fait, elle consiste à aider les personnes à faire par eux-mêmes. C'est ça. Aide-moi à faire ce que je suis en capacité de faire. L'intérêt de la démarche est aussi de changer le regard sur la personne âgée, de ne pas voir en elle ce qu'elle n'est plus en capacité de faire, mais de voir encore en elle ce qu'elle est en capacité de faire et de l'aider à utiliser ces capacités-là. Ça va du lever au coucher. Ça peut être des activités tout à fait anodines, comme les ateliers plus spécifiques qu'on va faire avec eux et qui relèvent de cette approche. L'approche Snozelen ou les approches non médicamenteuses, on va dire de manière plus générale, oui. C'est effectivement des approches qu'on peut développer. Particulièrement chez nous, on va avoir effectivement par exemple les bains thérapeutiques, on a aussi des musiques, ce qu'on appelle des tablettes musicales qui sont là aussi pour apaiser les troubles du comportement, apaiser l'anxiété ou la douleur. Nous avons aussi ce qu'on appelle une table magique aussi, qui est là pour aider les soignants ou les familles à passer du temps avec leurs proches sous l'emprise d'un jeu plus ou moins simple et adapté à la personne et pour passer du temps ensemble, mais aussi donc parfois ça peut être un jeu apaisant en fin de journée. Autre activité non médicamenteuse que nous développons, la médiation animale, effectivement. Donc là, c'est une personne spécialisée et formée qui vient avec des animaux, ça peut être des chiens, des lapins, et effectivement, et on s'aperçoit que la relation à l'animal, tout de suite, l'effet est assez surprenant. Oui, c'est une interaction dans Tout les à deux fait. sens. Alors c'est pareil, il faut toujours le consentement du résident, il faut Ouais. quand même qu'il y ait un assentiment de sa part et une sensibilité à ça. Mais des personnes qui parfois ne communiquent très peu, effectivement, face aux chiens qui arrivent, tout de suite il y a des choses qui s'expriment. On redécouvre le résident sous une nouvelle vision. Ça peut être aussi une réminiscence pour le résident qui aura eu un chien Tout à à la fait. maison ou un C'est- chat dans ça l'appartement. Ça fait partie du coup des choses, de la personnalité effectivement qu'on apprend effectivement quand on accueille un résident, d'en savoir un peu plus sur sa vie et quand on sait d'avance qu'effectivement qu'il a accompagné, enfin qu'il a hébergé des animaux chez lui, ben voilà, on sait qu'on pourrait éventuellement lui proposer déjà cette thérapie. La stimulation est importante parce qu'effectivement la stimulation c'est aussi réveiller l'intérêt que la personne peut avoir sur telle ou telle situation, au niveau des animaux, du relationnel, de la conception et autres. Et donc effectivement, tout est basé quand même sur la stimulation. Stimulation, intérêt et plaisir. Pour finir sur les types d'hébergements que nous recevons, donc effectivement j'ai parlé des hébergements permanents en unité classique, je vous ai parlé du pôle d'activité et de soins adaptés, et la dernière unité du coup que nous avons effectivement sur notre résidence, c'est une unité de vie protégée qui accueille donc du coup 13 personnes. Donc cette unité de vie protégée est dédiée à des personnes développant des troubles cognitifs donc plus importants. Problème de mémoire, d'élocution. Problèmes comportementaux, effectivement. Ils seront accueillis sur cette unité spécifique sur évaluation médicale également, pour des personnes notamment, effectivement, qui présenteraient par exemple effectivement, des risques de sortie à l'insu. Ça peut être l'un des critères d'admission ou vraiment des problèmes de comportement qui empêchent effectivement la vie en collectivité classique. Cette unité est vraiment dédiée. Les personnels qui interviennent sont formés et ils développent également donc, la méthode Montessori. L'architecture par elle-même de cette unité, c'est une unité qui est contenante et qui dispose même d'un espace de déambulation permettant effectivement aux résidents d'aller librement au sein de cette unité. Rien que le côté architectural fait effectivement que les troubles du comportement parfois peuvent déjà diminuer. Bien, merci beaucoup à vous, Céline Coineau, dont je rappelle, vous êtes la directrice adjointe de la résidence Arthur Gardiner à Dinard, établissement qui dépend de la Fondation Partage et Vie. Merci aussi Christophe Hervé pour votre intervention. Je rappelle que vous êtes le directeur de la DSCE, c'est important. On va vous retrouver tous deux Merci. et on évoquera un projet de création de tiers-lieux. Ça, ce sera pour la prochaine fois. À très bientôt. Merci. Au revoir.
le médico-social au domicile. L'ADS Côte d'Émeraude, à vos côtés, au quotidien.